Analyse par Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo portera sur la présentation du Paris-Nice 2018 qui se déroulera du 4 au 11 mars, partant de Chatou et arrivant à Nice. Donc Chatou est dans les Yvelines et ils arriveront à Nice comme d'habitude sur la promenade des Anglais. Donc voici le détail de ces étapes. Donc on voit bien que l'étape 1 est assez accidentée car elle possède 3 petites côtes de 3e catégorie ainsi que 2 sprints intermédiaires. Dans cette région, le vent est très présent et donc cette étape pourrait déjà être décisive comme l'avait fait l'année dernière par le passé, cette première étape qui avait fait d'énormes dégâts pour le classement général. Ensuite, la deuxième étape qui ira de Orsonville jusqu'à Vierzon est toute plate et donc favorisera quasiment à coup sûr les sprinters. Leurs équipiers tenteront de barricader la course afin de pouvoir glaner une belle victoire d'étape sur une course très importante du calendrier cycliste. La troisième étape ira de Bourges jusqu'à Châtel-Guillon. Cette étape est assez accidentée et selon moi, nous pourrions voir 2 scénarios différents arriver. Donc le premier scénario n'est autre que une victoire des sprinters car leurs équipiers auront fait le taf pour pouvoir revenir sur l'échappée, ou alors une échappée au long cours qui pourrait aller se disputer la victoire à Châtel-Guillon. Ensuite, la quatrième étape, comme l'année dernière, ce sera en contre-la-montre, mais cette fois un petit peu moins accidenté et plus plat, qui devrait plus convenir aux gros moteurs. Donc cette étape de 18 km 400 qui sera décisive à coup sûr pour le classement général. La cinquième étape qui ira de Salon de Provence jusqu'à Sisteron n'est pas très longue, elle ne fait que 165 km, mais ça pourrait être une nouvelle fois une étape qui pourrait convenir aux baroudeurs, sauf si les sprinters décident comme je le pense, de vouloir barricader la course et donc de pouvoir aller se jouer la victoire à Sisteron. Ensuite, la sixième étape est la première grosse étape après le contre-la-montre, donc la première grosse étape en ligne à être décisive pour le classement général avec son arrivée avance, un final très accidenté, dans l'étape entière est accidentée mais le final est très, je pense qu'il y a de très très bons pourcentages puisque il y a une ascension de première catégorie qui se situe à seulement 8 km 500 de l'arrivée. Donc cette étape pourra être décisive. Ensuite, la septième étape avec, comme d'habitude, une arrivée au sommet avec une longue ascension. Cette fois, l'arrivée se fera à Val-de-Bord de la Colmiane. Cette étape partira de Nice et comportera 5 ascensions, dont 2 de première catégorie et 3 de seconde catégorie. Donc voilà, cette étape, même si l'ascension finale n'est pas très pentue, devrait quand même faire des écarts entre les différents favoris pour le classement général. Et la dernière étape, comme nous en avons l'habitude, qui partira de Nice pour arriver à Nice, la dernière étape comme d'habitude très courte, comportera 6 ascensions, dont 4 deuxième catégorie et 2 première catégorie. Cette étape, comme on l'a vu les 2 dernières années, a fait souvent des différences avec un coureur comme Alberto Contador, mais maintenant qu'il est parti à la retraite, cette étape, je l'espère, gardera toute sa beauté, mais je crains que ce soit un round d'observation entre les différents favoris pour le classement général. Ensuite, on passe aux étapes clés que j'ai décidé de vous montrer. Donc selon moi, la première étape peut être clé car elle est dans les Yvelines et on sait que c'est une région assez venteuse. Donc selon moi, il pourrait y avoir de petits écarts entre les favoris grâce à des coups de bordure, potentiellement, je dis bien ce n'est pas sûr. La quatrième étape, à coup sûr, qui est un contre-la-montre, qui fera des écarts entre les différents favoris, comme à chaque fois qu'il y a un contre-la-montre. La sixième étape, ensuite, j'ai décidé de la mettre, car c'est une étape très accidentée et qui pourrait, avec les descentes notamment, s'il pleut et tout ça, favoriser les coureurs assez habiles sur le vélo et pourrait également favoriser les chutes, malheureusement, je ne l'espère pas. Mais cela pourrait se transformer en un véritable chantier, tout simplement. Ensuite, la septième étape, avec la longue ascension finale, comme nous en avons l'habitude sur le Paris-Nice, qui arrivera à Val-de-Bord de la Colmiane. Donc vous voyez à droite, en bas à droite de votre écran, l'ascension finale, qui est
longue de 16,3 km à 6,2% de pente moyenne. Les pourcentages que vous voyez entre bleu et violet sont de 3 à 5,9% et les pourcentages que vous voyez en rouge sont de 6 à 8,9%. Et la dernière étape, comme nous en avions l'habitude, qui ira de Nice à Nice, qui je pense peut faire des écarts, mais ce ne sera pas l'étape la plus décisive, mais j'ai quand même décidé de vous la montrer. Ensuite, on passe aux équipes qui sont présentes sur la course. Donc pour le Team Sky, nous aurons en leader Sergio Henao et Wouter Poels, et pourquoi pas un David de la Cruz également qui s'est montré à son avantage sur le début de saison. Pour l'équipe UAE Team Emirates, on aura Daniel Martin et Rui Costa, l'ancien champion du monde. Pour le sprint, on aura Alexander Kristoff pour les étapes vraiment de sprint et Ben Swift qui pourra également tirer son épingle du jeu sur les arrivées en bosse courtes. Ensuite, pour la Bahreïn Merida, on a le duo d'Eizaguirre avec Gorka et Yon. Il n'y a pas vraiment de sprinter attitré dans cette équipe. Puis, pour la Quick Step Floors, on aura Julien Alaphilippe en leader qui tentera de faire mieux que l'année dernière. Pour le sprinter de cette équipe sera Elias Viviani, le meilleur sprinter de ce début de saison avec Dylan Groenewegen. Pour la Katusha, ensuite, on aura Ilnur Zakarin et on devait initialement avoir Marcel Kittel, mais finalement, il s'est détourné pour finalement faire Tirreno Adriatico. Car selon lui, Tirreno Adriatico offrait plus de chances aux sprinters car il y avait plus d'arrivées groupées selon lui. Ensuite, la Mitchelton Scott qui arrive avec de belles armes en la personne de Johan Esteban Chavez et Simon Yates, ainsi que l'expérimenté Roman Kreuziger qui pourra également tirer son épingle du jeu. Et pour les arrivées en bosse courte, on a Mikel Albazini. Et pour le sprint, nous aurons le quadruple vainqueur, même peut-être quintuple vainqueur d'étape, enfin en gros multiple vainqueur d'étape sur la dernière Vuelta. Pour la G2R La Mondiale, ensuite on aura Tony Galopin, le vainqueur récent de l'Étoile de Bessèges, ainsi que Alexis Villermoz, le dauphin de Jonathan Hiver sur le dernier Tour du Haut-Var. Ensuite, pour la BMC, nous aurons celui qui est assez en forme en ce moment, DJ Van Garderen, qui a fait un beau podium sur le Tour d'Algarve derrière Idoska, Michel Kadowski et Garen Thomas, ainsi que Nicolas Roche, qui est toujours présent dans les grands événements. Et pour les arrivées en boss, nous avons Dylan Teuns. Ensuite, pour la Trek Segafredo, on aura Bauke Mollema et John Degenkolb, ainsi que Jarlinson Pantano. Donc Mollema pour le général et pour le suppléé, le Colombien Jarlinson Pantano. Et pour les arrivées en boss et les arrivées au sprint, les arrivées massives, nous avons John Degenkolb. Ensuite, pour l'Astana Pro Team, nous avons Jacob Fuglsang, le Danois pour le classement général, ainsi que Luis Leon Sanchez qui a déjà gagné un Paris-Nice, et Magnus Cort Nielsen se chargera du sprint pour la formation Astana Pro Team. Ensuite, pour l'équipe Lotto Soudal, nous avons Tim Wellens et Thomas De Gendt qui pourraient tirer leur épingle du jeu au classement général. Sinon, ils iront sûrement chercher de belles petites étapes assez accidentées, voire peut-être montagneuses. Et André Greipel se chargera du sprint pour cette équipe. Ensuite, on passe à la formation FDJ du champion de France Arnaud Démare qui a vraiment un train exclusivement pour lui. Seul Rudy Mollard pourra tenter de tirer son épingle du jeu au classement général, voire dans des échappées. Ensuite, la formation Movistar n'est pas venue avec ses trois leaders, ni Valverde, ni Quintana, ni Landa est présent, mais nous avons quand même le jeune et prometteur Marc Soler qui va tenter de tirer son épingle du jeu. Ensuite, pour la Fortuneo Samsic, Warren Barguil tentera de amener cette équipe au plus haut niveau et tenter de la mettre tout simplement sur le podium de ce Paris-Nice. Il n'y a pas vraiment de sprinter attitré pour cette équipe, hormis peut-être Maxime Daniel, qui pourrait peut-être faire quelques petits top 10. Ensuite, nous avons la Lotto Jumbo. Robert Gesing tentera de faire ce qu'il peut au classement général, mais je crains que ce soit dur pour le vétéran néerlandais. Et Dylan Groenewegen, l'un des meilleurs sprinters de ce début de saison, tentera quant à lui de remporter le maximum d'étapes possibles. Ensuite, pour la team Sunweb, nous avons Sam Oomen, le jeune grimpeur de la formation Sunweb, le néerlandais qui va tenter de figurer au classement général le plus haut possible. Pour cette équipe, nous aurons également Edward Teuns pour les arrivées massives. Ensuite, pour la Cofidis Solutions Crédit, nous avons le tout jeune arrivé Jesus Herrada, l'espagnol qui tentera de bien figurer au classement général.
Et pour les arrivées massives, cette équipe possède Nasser Bouhanni, hein, bien sûr, et Christophe Laporte qui est très en forme en ce début de saison. Ensuite, la team EF Education First pourra compter sur Pierre Roland, le meilleur jeune du Tour 2011 qui va tenter de mener son équipe le plus haut possible. Il sera aidé par Lawson Craddock qui est un bon grimpeur. Il s'est montré à son avantage sur les pentes de Jabal Hafet, il me semble, sur le Tour d'Abu Dhabi. Et pour les arrivées massives, cette équipe pourra compter sur Daniel McLeod. Ensuite, la dimension data pourra compter sur Tom Yelteslacker, le double vainqueur d'étape sur un Paris-Nice il y a quelques années, qui sera le leader de cette formation pour, je pense, pour le classement général, ou alors pour peut-être aller chercher quelques étapes. Sinon, cette équipe pourra compter au sprint sur Ryan Gibbons, qui est une belle pointe de vitesse. Ensuite, la Borans Greux va reposer ses épaules sur Sam Bennett, qui va tenter d'aller chercher des victoires d'étape, et l'ancien coureur de la Sky, Peter Kenyog, tentera quant à lui d'aller chercher une belle place au classement général. Ensuite, la Direct Energy arrivera avec de belles armes, notamment Lilian Calmejane, très en forme lors de ce début de saison, qui vient de remporter la Royal Bernard Drôme Classic. Et Thomas Bouda qui a remporté quelques belles victoires dans ce début de saison, et sur l'expérimenté Sylvain Chavanel qui compte plusieurs top 10 à son palmarès sur l'épreuve. Ainsi que Jonathan Hiver qui a remporté un beau Tour du Haut-Var en costaud. Et la dernière équipe présente sur cette course n'est autre que la Delco Marseille Provence KTM, l'équipe invitée qui tentera de faire de son mieux en mettant des coureurs dans les échappées et pourquoi pas sur les étapes un petit peu accidentées, tenter de bien figurer avec notamment Mauro Finetto. Ensuite, on passe aux favoris. Donc j'ai mis pour mes favoris 5 étoiles sont les deux coureurs de la Sky, Wout Poels et Sergio Henao, ainsi que Daniel Martin et Julien Alaphilippe. Le Français qui tentera bien sûr de faire le mieux possible, celui qui l'année dernière avait eu le maillot jaune et avait tenté de le garder, malheureusement il avait échoué à la 5e place du classement général. Ensuite, Tony Galopin, celui qui avait également failli remporter Paris-Nice, mais lui 2 années plus tôt, donc il y a 3 ans, va tenter de bien figurer une nouvelle fois au classement général. En ce moment il est en forme, tout comme le néerlandais Bauke Mollema. Le néerlandais qui a réalisé une belle quatrième place sur le dernier Tour d'Algarve. En tout cas, il a fait de belles performances dans ce début de saison. Jakob Fuglsang a également fait de belles performances, lui, sur le Tour d'Andalousie, ainsi que les classiques espagnols de ce début de saison. Quant à Inor Zakarin, il a déjà réalisé de belles performances sur l'épreuve. Notamment, il a remporté l'étape Rennes, il me semble, sur le Paris-Nice 2016. Ensuite, nous avons Gorka Izagirre, l'Espagnol, qui a déjà réalisé de belles performances sur l'épreuve. Il me semble qu'il y participe chaque année depuis 2011. Ensuite, il y a Esteban Chavez, le vainqueur du Tour de Lombardie 2016, qui va s'essayer sur l'épreuve et va tenter de faire le meilleur classement général possible. Il sera également accompagné de Simon Yates, le meilleur jeune du dernier Tour de France, qui va tenter également de bien figurer au classement général. Luis Leon Sanchez a un petit peu le même parcours lors de ce début de saison que Jakob Fuglsang. Il a bien marché sur les classiques espagnols de début de saison, ainsi que sur le Tour d'Andalousie. Ensuite, justement, le vainqueur du Tour d'Andalousie, Tim Wellens, je l'ai mis parmi les favoris 2 étoiles, car selon moi, le coureur peut potentiellement bien figurer au classement général, mais tout va dépendre de sa volonté et ce qu'il a envie d'accomplir sur ce Paris-Nice. Ensuite, DJ Van Garderen, qui est assez bon lors de ce début de saison, et lui qui me semble, il a terminé 3e lors du dernier Tour d'Algarve. Warren Barguil, quant à lui, le meilleur grimpeur du dernier Tour de France, vient ici avec des ambitions de ce qu'il a dit de faire un top 15, mais je pense qu'il a les capacités quand même de faire mieux. Et Yon Izagirre, le dauphin de Miguel Angel Lopez sur le Tour de Suisse 2016, va tenter quant à lui de réaliser le meilleur classement général possible, tout comme son frère Gorka. Et les derniers favoris que j'ai décidé de mettre sont Sylvain Chavanel, celui qui a réalisé multiples top 10 sur cette épreuve, et Jesus Herrada, l'Espagnol de la Cofidis, qui est arrivé tout récemment dans l'équipe française, qui va tenter également de faire le meilleur classement général possible, et Lilian Calmejane, qui a dit que cette année il ne voulait pas essayer forcément de prendre les échappées, mais plutôt tenter de jouer le classement général sur ce Paris-Nice pour la première fois. Donc voilà pour mes favoris pour le classement général.
Ensuite, on passe à mes favoris pour le sprint, donc Dylan Groenewegen et Elia Viviani, que j'ai décidé de mettre en favori 5 étoiles, car c'est les deux coureurs tout simplement qui m'ont le plus impressionné lors de ce début de saison, et c'est tout simplement les deux sprinters qui ont remporté le plus de victoires, et en plus des victoires de qualité. En favori 4 étoiles, j'ai décidé de mettre Arnaud Démare, qui a fait 2 fois deuxième derrière Dylan Groenewegen, donc sur Kuurne, Bruxelles-Kuurne, ainsi que sur une étape du Tour d'Algarve. Dylan Groenewegen était nettement au-dessus, mais Arnaud Démare a quand même montré qu'il possédait une belle forme. Ensuite, André Greipel, qui a remporté 2 étapes lors du Tour Down Under en début de saison, est en forme, le gorille de Rostock. Et Alexander Kristoff, le vainqueur du Tour des Flandres 2015, qui est plutôt bon en ce moment, car il a remporté 2 étapes depuis le début de l'année. Ensuite, en favori 3 étoiles, j'ai décidé de mettre le boxeur le français Nasser Bouhanni, qui a déjà remporté multiples victoires sur le Paris-Nice et qui va tenter de faire pareil cette saison, même s'il est un petit peu moins en forme. Il va tenter de s'adapter, comme il l'a dit, à son nouvel entourage dans l'équipe Cofidis, car elle a changé de manager. Ensuite, Magnus Cort Nielsen, qui a remporté une belle étape sur le Tour de Maine, qui peut tirer son épingle du jeu sur les sprints en petit comité et dans les arrivées en boss. Il peut également faire quelques belles places sur les arrivées massives, et c'est pourquoi je l'ai mis ici. Et John Degenkolb, qui va tenter de poursuivre son bon début de saison après 2 victoires lors des classiques de début de saison. Ensuite, en favori 2 étoiles, j'ai décidé de mettre Matteo Trentin et Christophe Laporte. Matteo Trentin, tout simplement parce que c'est un bon sprinter, il nous l'a quand même bien prouvé sur la dernière Volta, et Christophe Laporte car il réalise un gros début de saison et peut remplacer Nasser Bouhanni si le français n'est pas assez bon. Ensuite, en favori 1 étoile, j'ai décidé de mettre Sam Bennett, l'Irlandais, qui n'a pas fait un bon début de saison, mais qui est toujours présent quand même lors des grands rendez-vous. Ensuite, Edward Theuns, car il peut tirer son épingle du jeu, le Belge a une belle pointe de vitesse. Daniel Maclay, l'Anglais, qui est un transfuge de l'équipe actuellement Fortuné au Samsic, qui est maintenant dans l'équipe EIF Education First, donc il va tenter de tirer son épingle du jeu. Et Thomas Bouda, qui fait un très bon début de saison, donc j'ai décidé quand même de le mettre dans mes favoris 1 étoile. Et ensuite, je vais vous montrer les antécédents de la course. Donc Sergio Henao avait remporté l'année dernière Paris-Nice pour 2 secondes devant le pistolero Alberto Contador, qui a pris sa retraite l'année dernière, et Daniel Martin complétait le podium. Et pour finir ce top 5, Gorka Izagirre, comme je vous l'ai mis dans mes favoris, a fait 4e l'année dernière, et Julian Alaphilippe a réalisé une belle 5e place l'année dernière. Les derniers vainqueurs de l'épreuve sont Henao pour la Colombie en 2017, Geraint Thomas le Gallois en 2016, Richie Porte l'Australien en 2015, Carlos Betancourt le Colombien de la formation qui était avant dans la formation AG2R, qui est à présent dans la formation Movistar. En 2013, Richie Porte avait remporté sa première victoire. Bradley Wiggins juste avant lui. Tony Martin, l'Allemand, l'ancien champion du monde du contre-la-montre, avait gagné en 2011. Contador avait gagné en 2010. Puis juste avant lui, c'était un autre Espagnol, Luis León Sanchez, comme je vous l'ai montré. Je l'ai même mis dans mes favoris. Davide Rebellin, l'Italien, le vétéran, tout simplement le mec qui dure dans le temps, quoi, on peut le dire, 46 ans maintenant, Davide Rebellin, tout simplement il dure et il ne vieillit pas dans ses performances. Et Contador avait remporté sa première victoire l'année où il avait également remporté son premier Tour de France en 2007. Voilà, je vous présentais le Paris-Nice de 2017. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous encourage à le regarder, car c'est vraiment, selon moi, l'une des meilleures courses à regarder à la télé, l'une des courses les plus débridées, tout simplement une excellente course à regarder à la télé. Bon, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour que je vous présente, que je vous montre ce qui s'est passé durant ce Paris-Nice. Donc, ciao, ciao, salut!